Amis internautes, chers abonnés de Réussite Business TV, bienvenue à Actu Eco agroalimentaire et Covid-19 pour démarrer la série d'interviews consacrée au secteur de l'agroalimentaire dans ce contexte de Covid-19. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, administrateur et directeur général de Takamo Food. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, bonjour. Bonjour Monsieur Ndoye, heureux de vous trouver ici aujourd'hui dans notre industrie Takamo Food. Merci pour l'accueil et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur Ahmed Tidiane-Sy, l'agroalimentaire, vous êtes un fleuron de l'agroalimentaire au Sénégal. D'abord, c'est quoi Takamo Food? Takamo Food est une agro-industrie qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, date de création 2011, et qui évolue dans le secteur de la tomate industrielle, principalement. Nous sommes la troisième née des trois agro-industries qui évoluent dans ce secteur. Last but not least, nous sommes aujourd'hui l'une des principales industries agroalimentaires de ce pays évoluant dans ce secteur. Nous sommes plus connus sous la marque Podor, donc Tomate Podor, qui évolue en tout cas dans le secteur commercial depuis quasiment 2011-2012. Nous évoluons au niveau du Sénégal, mais aussi dans la sous-région, notamment en Gambie, au Mali, et en Mauritanie et en Guinée, où nous évoluons avec d'autres marques. Depuis 3 ans, nous avons initié une politique de diversification qui nous a permis d'aller sur des produits comme le ketchup, le vinaigre, mais aussi la moutarde que nous venons de lancer sous la marque Safa. C'est une industrie qui a été initiée par des Sénégalais en partenariat avec, je me répète, un partenaire stratégique qui est Dubaïot, qui est des Émiratis, et qui, après quelques années d'importation de tomates, a décidé de mettre en place une agro-industrie. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que nous sommes toujours dans l'importation, surtout de la marque Podor, mais c'est une production qui est faite au niveau du Sénégal depuis 11 ans. Nous prenons la tomate de la vallée du fleuve Sénégal, comme toutes les autres agro-industries, que nous transformons dans nos usines ici à Dakar. Et pendant la période maintenant où il n'y a plus de tomates locales, nous sommes obligés, comme toutes les autres industries, d'importer de la matière première. Voilà donc pour une petite présentation de Takamo Food. Nous sommes admis au régime du Code des investissements. Nous bénéficions donc du régime de Code des investissements qui nous a permis de mettre en place un investissement d'une dizaine de milliards aujourd'hui au Sénégal. Justement, au contexte particulier, hein, vous êtes un fleuron de l'agroalimentaire au Sénégal, vous faites de la tomate et d'autres produits, de la moutarde, du vinaigre. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier marqué par la présence chez nous de l'épidémie du Covid-19. Comment vivez-vous la situation actuelle? Avec beaucoup de surprises, comme toutes les industries, comme tous les chefs d'entreprise. C'est une situation qui était imprévisible. Aucun gouvernant, aucun chef d'entreprise, en tout cas aucun médecin, aucun technicien ne pouvait prévoir une situation pareille il y a 6 mois de cela. Donc nous avons, disons, accueilli avec beaucoup de surprises. Mais nous nous sommes conformés très rapidement grâce, bien entendu, aux conseils édictés par le personnel de santé, aux conseils, en tout cas aux recommandations des pouvoirs publics. Nous nous sommes très rapidement conformés à ces recommandations, notamment en termes de distanciation sociale, en termes de télétravail pour ceux qui ne sont pas indispensables à l'usine, en termes de mesures d'hygiène à l'entrée de l'usine avec prise de température. Vous-même, vous avez peut-être été soumis à cette pratique. Donc, prise de température systématique pour tous ceux qui entrent dans l'usine, lavage des mains systématique pour le personnel avec des points, une multiplication des points de lavage des mains au sein de l'usine. Donc, ça nous a trouvé en pleine campagne
de commercialisation, de collecte de tomates fraîches, ce qui a un peu compliqué aussi la chose, du fait des restrictions de déplacement que nous avons notées au niveau du pays entre les différentes régions, qui a un peu ralenti notre rythme de travail, mais nous essayons de nous conformer le plus possible avec les recommandations, en tout cas aux recommandations du personnel de santé pour le bien de tous. Justement, vous parlez tantôt même des interactions avec le reste du pays, parce que vous êtes dans la filière tomate. C'est ça. Le Covid-19 a-t-il impacté votre activité? Au niveau de l'approvisionnement en intrants, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes aujourd'hui en pleine collecte de tomates fraîches. Donc, au niveau de l'approvisionnement en tant que tel, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes puisque le produit vient du Sénégal. C'est vrai, nous serions été plus impactés si nous étions dans une période où nous étions dans disons, une logique d'importation de matières premières. Donc aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes moins impactés que les autres. En tout cas, pour l'instant, nous sommes moins impactés puisque notre production, nos intrants sont achetés localement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Par contre, au niveau commercial, ça c'est au niveau de l'approvisionnement, mais au niveau commercial, nous sommes impactés du fait qu'il y a des restrictions du personnel commercial, en tout cas sur le transport interurbain ou bien sur en tout cas les communications interurbaines. À ce niveau-là, nous avons quelques difficultés au niveau commercial et cela nous a disons, occasionné même une baisse de chiffre d'affaires au mois de mars, par exemple, où nous avons, sur la deuxième quinzaine, une baisse de quasiment 50% de notre chiffre d'affaires en raison de ces restrictions. Nous avons aussi des difficultés au niveau du recouvrement parce que notre personnel commercial n'arrive plus à se déplacer comme il se doit. Donc, il y a des problèmes au niveau du recouvrement, avec tout ce que cela peut engendrer comme problème de trésorerie au niveau donc de l'entreprise, une trésorerie qu'il va falloir aller chercher au niveau des banques. Et comme vous le savez, au Sénégal, nous sommes dans un système où, en tout cas, la Banque centrale a édicté des recommandations aux banques en matière de report d'échéance, en matière d'allègement, en tout cas, du système financier. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ces mesures tardent à se faire ressentir au niveau de ces banques-là. Justement, l'État du Sénégal a mis en place, a décliné une série de mesures pour faire face à la propagation du coronavirus et ses conséquences dans l'économie sénégalaise et dans les entreprises comme la vôtre. Un fonds de 1000 milliards, un fonds de défense de 1000 milliards a été mis en place pour soutenir les activités économiques dans tous les secteurs. Quelle analyse faites-vous de cette démarche de l'État du Sénégal? C'est une excellente initiative d'abord de l'État du Sénégal pendant ces périodes de crise de venir à la rescousse pour éviter que les ménages soient plus, disons, affaiblis, mais aussi que les entreprises se maintiennent. L'idéal aurait été zéro appauvrissement et zéro licenciement, zéro faillite d'entreprise pendant cette période de crise. Et c'est louable que l'État du Sénégal puisse mettre en place des mesures disons, de résilience pour les entreprises et pour les ménages. Nous saluons beaucoup ces mesures. En matière de ménage, il y a l'aide aux ménages qui a été mise en place et qui permettra en tout cas aux ménages les plus vulnérables de pouvoir passer cette crise. Au niveau des entreprises maintenant, il y a des mesures qui sont édictées, mais dont la portée aujourd'hui n'est pas exhaustive, si je peux dire. Je pense que, en tout cas, sur ce qui a été dit dans un premier temps, ce sont les entreprises qui sont directement impactées par le Covid-19 qui sont les plus concernées. En dehors de cela, c'est les entreprises au chiffre d'affaires de moins de 100 millions. Je suis un peu sceptique par rapport à cette mesure, puisque au Sénégal, la plupart des entreprises de moins de 100 millions de chiffre d'affaires sont dans l'informel et donc ne sont pas concernées par les mesures fiscales souvent. Je pense qu'il serait mieux de revoir un peu le mode de répartition de ces mesures d'allègement fiscal pour que toutes les entreprises qui sont impactées par le Covid-19 puissent en bénéficier et puissent être résilientes après cette crise. Au niveau donc du ministère du Travail, en tout cas les mesures qui ont été prises par le ministère du Travail, je pense qu'aussi il y a des choses à revoir.
Parce que quand le chômage technique n'est pas interdit, mais le licenciement, sauf pour faute lourde, a été mis en place. Je pense que l'État, pour ne pas rentrer dans la gestion directe des entreprises, aurait juste pu interdire le licenciement pour motif économique. Ça aurait pu circonscrire un peu disons les mesures que les chefs d'entreprise pourraient prendre, en tout cas, et qui ne seraient pas conformes, en tout cas, à l'état d'esprit de crise que nous vivons actuellement. Et maintenant, il y a d'autres aspects que l'État a mis en place que nous saluons, mais je pense qu'il y a encore les mesures ne sont pas très hardies. Il y a encore des choses à faire, surtout au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau bancaire. La Banque centrale a pris des mesures, notamment sur la baisse du taux directeur. La baisse des taux directeurs n'a jamais été au Sénégal, en tout cas bien dans notre sous-région, un motif de baisse des taux de sortie au niveau des banques, puisque les banques ne se refinancent pas souvent au niveau de la Banque centrale. Donc là, il y a des mesures, je pense, beaucoup plus hardies qu'il fallait prendre pour mettre en place, en tout cas, des schémas d'allègement de l'octroi des crédits aux entreprises pendant cette période. La Banque centrale a édicté des reports d'échéance, recommandé des reports d'échéance sur certains crédits. Je ne vois pas encore les banques le mettre en place. Je pense que on aurait pu généraliser ce système pour que toutes les entreprises, parce que, faut le dire, toutes les entreprises seront impactées par ce Covid, que ça soit à très court terme ou à moyen terme. Vous entendez parler, vous êtes pour la mise en place d'un système plus réactif. Plus réactif et plus hardi. Je prends l'exemple aujourd'hui des conditions d'octroi de crédit. Nous sommes dans une logique où, aujourd'hui, aucun changement n'a été noté dans les conditions d'octroi de crédit par les banques. Alors que ça a été, même en période normale, un des problèmes de notre système financier. Il va falloir que nous puissions regarder comment, en tout cas, la Banque centrale peut mettre en place des schémas d'allègement des conditions d'octroi de crédit pour permettre aux entreprises qui ont des crédits actuellement en banque de bénéficier de reports d'échéance, celles qui n'ont pas qui ont des contraintes de trésorerie dues à ce phénomène de Covid-19, qui puissent bénéficier des conditions moins draconiennes d'accès au crédit pour leur permettre de passer cette période un peu particulière qui risque de donner un coup. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de passer cette crise sans qu'il y ait de répercussions notoires sur la marche de l'entreprise au sortir de ce Covid-19. Et cela, il va falloir que les États, il va falloir que les autorités bancaires, que ce soit les autorités de juridiction fiscale, puissent mettre en place des schémas qui nous permettent de passer ce cap. Je pense que c'est aussi c'est pas une aberration, mais je pense que c'est un des dysfonctionnements qui a été mis en place dans les schémas d'allègement fiscal qui ont été mis en place par l'État, c'est que des entreprises qui sont directement impactées, comme les entreprises du tourisme, du secteur touristique, ou bien des entreprises du secteur de la culture, puissent en revanche bénéficier, en plus de l'allègement fiscal, de réquisitions de chambres d'hôtel qui leur permettent de combler un peu la perte de chiffre d'affaires qu'ils ont. Alors que d'autres entreprises qui ne font pas partie de ces mesures sont impactées directement par une baisse de chiffre d'affaires. Je viens de le dire, nous sommes impactés directement par la baisse de chiffre d'affaires, non pas en raison de phénomènes directs, mais par des phénomènes indirects qui impactent directement notre entreprise. Je l'ai dit tantôt, le problème de restriction des mouvements joue énormément sur les chiffres d'affaires. La fermeture précoce des marchés. Aujourd'hui, tous les marchés ferment entre 15h et 16h, donc ce qui réduit notre capacité de distribution, donc qui impacte directement nos chiffres d'affaires. Globalement, il va falloir que l'État puisse se réajuster en impliquant les acteurs privés dans cette prise de décision-là. Et je pense que la porte n'est pas fermée. Les membres du patronat sont en train de discuter avec l'État pour pouvoir l'amener en tout cas à faire bénéficier de ces mesures dans une approche plus large. Là, vous êtes exposé à des restrictions dans le trafic interurbain, la fermeture des marchés. Qu'allez-vous suggérer pour pallier à tout cela et pour faire vivre vos entreprises? Je pense que aujourd'hui, ce qui devait se faire, c'est
de permettre, parce que ce qui est interdit, c'est les rassemblements au niveau des marchés. Aujourd'hui, les fermetures de marchés, c'est une bonne chose, parce que c'est un lieu de rassemblement. Mais l'idée aurait été de permettre aux entreprises de poursuivre leur activité. Je prends le cas, par exemple, du commerce interurbain, même si du trafic interurbain, même si le trafic de marchandises n'est pas bloqué, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, l'État aurait permis à certaines entreprises, certaines industries de pouvoir bénéficier des moyens de non-restriction des mouvements, par exemple pour les personnels commerciaux qui en a besoin. Au niveau des marchés, on aurait pu aménager pour les sociétés formelles qui approvisionnent le marché, aménager des aires ou bien des heures pour leur permettre de pouvoir continuer leur travail correctement. Je ne suis pas pour des passe-droits, non. Je suis pour qu'on puisse permettre aux entreprises qui sont dans des secteurs cruciaux, qui sont dans des secteurs qui peuvent impacter directement sur le vécu du Sénégalais, qu'on puisse permettre à ces sociétés-là de pouvoir continuer à avoir une activité normale. Parce que même dans les pays où il y a des confinements total, le secteur agroalimentaire est un secteur quand même qu'il faut laisser continuer à travailler parce que les gens même confinés continuent à consommer. Donc je pense que sur des supermarchés, sur des structures formelles, l'État peut aménager des schémas de distribution qui puissent permettre aux industries de pouvoir continuer le travail correctement. Le secteur alimentaire participe même à la vie économique du pays. Et justement, les entreprises se sont mobilisées même pour donner leur participation à cette lutte contre le Covid-19. Comment vous avez apprécié cela? Il est normal que pendant des périodes de crise, qu'il y ait une forme de redistribution de revenus. Le Sénégal aujourd'hui, en tout cas partout dans le monde, en tout cas un élan de solidarité sans commune mesure a été vu et bien apprécié. Moi, je suis pour cet élan de solidarité. Nous-mêmes, nous avons contribué à cet élan de solidarité et nous continuons à le faire de manière que ça soit avec l'État directement ou bien à travers des structures comme les DARA et d'autres structures des pouponnières qui ont des difficultés pour traverser ces crises. Il est bien qu'on puisse mettre en place des schémas de résilience comme ça pour les ménages les plus vulnérables. Et cela, nous l'apprécions à sa juste valeur. Nous sommes pour cette approche-là. Maintenant, il faut que dans la distribution, que ça puisse se faire de manière plus efficace, plus optimale. Et que les personnes ciblées, les véritables, en tout cas les véritables nécessités, puissent en bénéficier de manière plus directe, plus ciblée aussi. C'est mon idée, hein. Je pense que l'État aurait pu mieux organiser cette distribution de vivres, hein. Pourquoi pas en mettant en place des bons alimentaires et puis faire vivre aussi des structures toujours qui sont dans les régions et qui peuvent, voilà, pendant cette période-là, pouvoir continuer à jouer le véritable rôle de commerce, en tout cas de distribution de produits agroalimentaires. Les bons alimentaires, pour moi, sont des méthodes qui éviteraient des transports très lourds, parce que j'ai vu un débat dernièrement dans la presse, hein, sur le coût du transport, même si il y a eu des démentis, je pense, sur le coût exorbitant qui avait été avancé par certaines personnes. Je pense que l'État aurait pu faire beaucoup plus d'économies en mettant en place un système de bons alimentaires et faire travailler les distributeurs qui sont déjà dans les régions. Ça aurait permis de mieux organiser en tout cas cette distribution. Mais dans le principe, je trouve que c'est une bonne initiative et il faut faire en sorte que les véritables nécessités puissent en bénéficier et qu'il y ait le plus d'équité et de transparence dans la distribution de ces biens. La crise a mis en lumière la nécessité pour un État de disposer de secteurs de souveraineté pour mieux faire face aux chocs exogènes, et comme dans ce domaine de l'agroalimentaire, en tant que défenseur de la protection des entreprises nationales, quelle perspective ouvre cette crise sanitaire pour le développement du secteur de l'agroalimentaire? J'ai l'habitude de dire que toute crise est une source d'opportunité pour les peuples qui l'ont vécu, mais aussi une leçon pour les générations futures.
Et je disais que si nous avons pu accéder aux indépendances, c'est parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, qui était une crise majeure, qui a permis au peuple africain de pouvoir voilà, prendre conscience de leur potentiel, prendre conscience de leur capacité à se gérer eux-mêmes. Je pense que cette crise Covid devrait en tout cas susciter la même influence, en tout cas au niveau des peuples africains, au niveau du Sénégal. Et je le disais au début de l'interview, nous avons été résilients parce que une partie de notre production est achetée localement. Ce qui veut dire que cette souveraineté alimentaire doit d'abord servir de moyen disons, de résilience pour nos États. Aujourd'hui, moult politiques ont été mises en place, notamment pour le riz, par exemple, sur l'autosuffisance alimentaire en riz. Il y a eu des essais sur l'autosuffisance alimentaire en pommes de terre, oignons et autres produits. Et je pense que c'est le développement des chaînes de valeur agricole, allant de la production à la transformation, sont les véritables démarches, les véritables schémas qui devraient nous amener à une meilleure résilience pour supporter ou bien même impulser un nouveau développement socio-économique dans nos pays. Je pense qu'aujourd'hui, notre viatique devrait être de voir dans quelle mesure créer des champions nationaux. Les champions nationaux, comme je l'ai dit souvent, un champion ne se décrète pas. Un champion, il s'entraîne, il se cultive depuis le bas âge et on le met en place dans les conditions normales, dans les conditions optimales pour que ce champion-là puisse émerger. Et c'est pourquoi l'État a son rôle dans ces choses, mais aussi nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons notre rôle. En partant d'abord d'une base locale, en créant les conditions d'émergence d'entreprises fortes avec un marché local approvisionné et qui leur permettrait maintenant d'aller vers disons des schémas sur la sous-région, mais plus tard en Afrique et dans le monde. Et je suis en train de théoriser un peu ce schéma de développement par cercle concentrique, qui fait que le champion national doit d'abord pouvoir approvisionner son marché local avec le soutien de l'État qui lui permettrait, même parfois par des protections, disons, même si c'est interdit par certaines règles de l'OMC, hein, il faut le dire, la plupart des pays aujourd'hui protègent des entreprises. L'OMC le permet, hein, sur certains secteurs vitaux. L'OMC permet de protéger ces industries naissantes, ou bien ces industries qui ont disons, des produits vulnérables, ou bien des produits qui sont vitaux pour l'économie du pays. Et donc, nous avons la possibilité de protéger nos économies, de protéger nos entreprises naissantes, de protéger nos entreprises qui sont dans les secteurs vitaux, afin de consolider leur position au niveau local pour leur permettre d'aller à l'encontre des entreprises dans la sous-région, mais aussi aller vers le travail, disons, dans des schémas plus globaux en Afrique ou bien dans le monde. Voilà un peu donc le souhait que j'ai pour que, après cette crise, ou bien à la lumière de la crise, en tout cas des leçons tirées à travers cette crise, que nos États, que nos entreprises puissent voir dans quelle mesure mettre en place des schémas de consolidation de nos industries locales pour leur permettre d'aller, à travers, je l'ai dit tout à l'heure, le développement des chaînes de valeur agricole, parce qu'il faut assurer un minimum de production au niveau local pour permettre à nos entreprises de se protéger face à des chocs exogènes qui peuvent engendrer des difficultés, en tout cas dans leur survie. Et c'est seulement sur cette base-là que nous pouvons assurer un développement socio-économique, d'abord endogène, mais aussi nous permettre d'avoir une résilience par rapport à des difficultés qui pourraient nous venir disons, de l'extérieur. La viatique de M. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, administrateur et directeur général de Takaful Food, pour ce premier numéro consacré au Covid-19 et agroalimentaire, industrie agroalimentaire au Sénégal. M. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, merci. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs de Réussite Business TV, c'était Actu Eco. Rendez-vous.
très prochainement.